Alors, on est très heureux de vous retrouver avec Ahmed Genaoui, qui est directeur solutions mobilité durable chez NJ Solutions. Bonjour Ahmed. Bonjour Vincent. Très heureux de t'avoir avec nous. Quels sont, du coup, c'est la question qu'on se pose, les enjeux de rencontre du secteur de la mobilité et puis en termes d'investissement et d'efforts? Est-ce que tu peux nous partager les grands chiffres? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Vincent pour ton invitation. J'ai suivi ce matin les interventions qui étaient extrêmement riches. Et effectivement, c'est important de se rappeler les enjeux et donc d'avoir quelques ordres de grandeur en tête. Si je parle de ce qui se passe en France, la mobilité au sens large, pour simplifier, ça consomme à peu près 450 TWh d'énergie par an. Voilà. Donc c'est une consommation qui est gigantesque pour un secteur qui est le premier secteur émetteur de CO2 en France. Et pour vous donner une mesure de l'effort à faire pour finalement transformer cette énergie en énergie durable, eh bien, il faut qu'on fasse l'équivalent de à peu près 400 TWh de transformation d'ici à 2050 pour tenir une trajectoire de 2 degrés. Et quand on part des vecteurs qui sont utilisés, les énergies alternatives qui sont utilisées dans la mobilité, eh ben, on voit que le GNV ne représente que 2 TWh, l'électricité ne représente qu'un TWh et l'hydrogène encore moins qu'un TWh. Voilà. Pour 40 millions de véhicules qui roulent en France, on en est aujourd'hui à moins de 2% de véhicules qui roulent à des motorisations qui permettent d'accepter les carburants alternatifs. Donc les efforts sont gigantesques. Pourquoi justement cet effort pour les carburants alternatifs? Alors, les carburants alternatifs, ce qu'on appelle carburants alternatifs, sont des carburants qui permettent d'émettre moins de CO2 que l'essence et le diesel. Et donc on a le GNV qui émet dans sa version fossile à peu près moins de 20% que l'essence et le diesel et moins 80% dans sa version bio, dans sa version durable qui est issue de la méthanisation des déchets. Bien sûr. Avec l'électricité et l'hydrogène, on a zéro émission au pot d'échappement et c'est la raison pour laquelle en fait tous les efforts sont mis pour que la transition de la mobilité en termes de substitution énergétique rebondissent sur ces trois vecteurs énergétiques. Et la substitution n'est pas la seule solution. Il va falloir aussi faire des efforts en termes d'efficience et de sobriété dans les usages. Finalement, cette approche qui est la même que celle qu'on utilise dans les bâtiments, où on parle d'efficacité énergétique des bâtiments, il va falloir qu'on fasse la même chose dans la mobilité. Très bien. Est-ce que tu peux évaluer un peu la maturité des différentes filières pour aider à cette généralisation des nouvelles énergies? Oui, bien sûr. Alors, clairement, il y a l'hydrogène, vecteur énergétique pour la mobilité, qui est moins mature d'un point de vue commercial que le GNV et l'électricité. Si je devais donner un rapport entre l'électricité et le GNV, je dirais que le GNV est plus mature dans ses usages. C'est important d'avoir en tête que notre vision, c'est un carburant alternatif pour chaque usage. Et donc, en substance, réserver le GNV pour la mobilité lourde, la mobilité longue distance, la mobilité électrique qui va concerner les véhicules légers pour des distances plus courtes, c'est ce que disait le ministre Djebbari ce matin. Tout à fait. Et l'hydrogène qui va prendre sa place dans ces vecteurs entre l'électricité et le GNV à mesure que finalement la version fossile du GNV sera moins acceptable d'un point de vue écologique. Et donc cette idée d'énergie plurielle et de carburant alternatif nous permet en fait de planifier la transition énergétique de la mobilité à long terme en répartissant les efforts en fonction de la maturité commerciale et technologique des vecteurs disponibles. Alors du coup, en gros, l'idée c'est quels sont les efforts supplémentaires à faire pour encourager justement ces carburants et comment encourager la substitution pour passer vraiment du fossile au carburant vert, aux énergies vertes. Alors clairement, ce qu'on constate, c'est que ce par quoi nous sommes passés en 2020 a clairement montré la nécessité d'accélérer la transition énergétique. Oui. Et ce qu'on entend, que ce soit dans le cadre des plans de relance ou même des habitudes en fait des Français du point de vue de la mobilité, c'est que le chemin est désormais sans retour vers la transition énergétique. Maintenant, la question, c'est comment on fait. Clairement, on a besoin d'un cadre réglementaire stable
et cohérent à long terme pour encourager les efforts des industriels et les efforts des investisseurs vers la transition énergétique de la mobilité. On a besoin d'une forte collaboration entre les fournisseurs de carburants alternatifs et les constructeurs automobiles. On a eu des témoignages ce matin qui montraient que les efforts d'un point de vue constructeur seront gigantesques également. Et on a besoin de travailler main dans la main entre les fournisseurs d'énergie et fournisseurs de véhicules. Et j'ajouterai deux autres points. La nécessité d'avoir un dialogue ouvert et bien construit avec les collectivités territoriales, puisque le sujet des infrastructures de carburants alternatifs, c'est aussi un sujet d'aménagement du territoire. Et donc, on a besoin d'avoir une très bonne discussion au niveau local avec les représentants des pouvoirs publics pour pouvoir accélérer justement cette transition. Et dernier point, et j'aimerais insister dessus parce que c'est extrêmement important, on a aussi besoin de capital patient, de capital à très long terme, puisqu'on parle d'une mobilité qui sera, j'allais dire, établie et normale pour des horizons qui sont ceux de 2050, 2060. Même si on a déjà le GNV qui fonctionne, et le GNV qui fonctionne, et l'électricité qui commence à croître très fortement. Avec des sources vertes. Mais la transition, on le voit, elle est longue. Du coup, il faut l'accompagner. Il faut du coup des financements importants, pour la plupart des financements publics, mais privés aussi, pour accompagner toutes les industries. On a aujourd'hui, on parle d'hydrogène, mais il y a l'hydrogène aujourd'hui, c'est plutôt l'hydrogène gris. L'hydrogène vert va arriver, mais tout ça prend du temps, non ? Alors, il y a toutes les couleurs. Il y a du bleu, du vert, du gris, du jaune fluo. Ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, il y a un hydrogène dont la production émet du CO2 et un hydrogène dont la production n'émet pas de CO2. Ou en tout cas en quantité très limitée. Clairement, les enjeux pour la mobilité, si on veut être cohérent et réduire évidemment jusqu'au bout les émissions de gaz à effet de serre, on doit privilégier ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Et le sujet, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Voilà. On veut développer des infrastructures, mais il n'y a pas assez de véhicules. Et les constructeurs automobiles disent il n'y a pas assez d'infrastructures, donc je ne développe pas les véhicules. La position que je soutiens, elle est un peu paradoxale, mais c'est qu'il faut faire la poule et l'œuf en même temps. Bien sûr. Et donc, en partenariat avec les constructeurs, avec une bonne visibilité du cadre réglementaire et justement des intentions des pouvoirs publics, pour réussir à créer véritablement un marché de la mobilité hydrogène, qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un archipel de projets locaux construits justement sur des bases locales, sur la base de projets territoriaux de transition énergétique, avec des collectivités, avec des industriels et avec des énergéticiens. On a besoin d'accélérer cette démarche pour rendre possible justement la mobilité hydrogène à long terme. Merci beaucoup pour ces propos et cette motivation à accompagner cette transition énergétique. À très bientôt. Merci Vincent.